Je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce que contrôler un ordinateur par l'activité cérébrale, c'est un mythe ou une réalité? Donc juste pour commencer, quelques mots sur d'où je viens. Donc, moi je suis chercheur en informatique, donc je travaille à INRIA Bordeaux Sud-Ouest et au Labri, donc, qui sont des laboratoires d'informatique et de mathématiques appliquées. Donc ils sont juste à côté, ils sont à 5 minutes juste là. Et donc ça veut dire que moi je suis informaticien. À l'origine je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais je travaille et j'utilise l'informatique et les outils informatiques pour analyser l'activité cérébrale. Et donc je fais partie d'une équipe de recherche qui s'appelle POTIOC et qui s'intéresse à l'interaction homme-machine, c'est-à-dire à étudier et à concevoir des dispositifs pour aider l'homme à interagir avec la machine. Et donc en particulier, on s'intéresse à des choses comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou les interfaces cerveau-ordinateur dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc moi je travaille avec quelque chose qui s'appelle l'électroencéphalographie ou EEG, qui est une mesure de l'activité cérébrale. Donc c'est une mesure, comme vous voyez sur cette vidéo en fait, qui se fait à partir d'électrodes qu'on va poser sur la tête d'une personne et chaque électrode va mesurer des micro-courants électriques qui vont refléter l'activité cérébrale d'une personne. En fait, chaque électrode va mesurer un signal, c'est les signaux que vous pouvez voir à droite, ici, et chaque signal en fait c'est un courant électrique qui va refléter l'activité synchrone de millions de neurones dans notre cerveau. Donc c'est un dispositif qui a été utilisé principalement en médecine pour faire du diagnostic et aussi en neurosciences pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Et moi, dans mes recherches, et dans pas mal d'autres labos qui étudient ce domaine, on les utilise pour faire ce qu'on appelle des interfaces cerveau-ordinateur, qu'on appelle aussi BCI, qui vient de l'anglais Brain Computer Interface. Donc c'est quoi une BCI? C'est un système qui va traduire une mesure de l'activité cérébrale en un message ou une commande pour une application interactive. Donc vous avez un exemple sur cette vidéo, vous voyez une personne qui contrôle un jeu vidéo avec son activité cérébrale. Donc une personne, on est en train de mesurer l'activité cérébrale par EEG, par électroencéphalographie. En fait, cette personne peut contrôler le petit pingouin que vous voyez à l'écran et le faire bouger vers la gauche ou vers la droite, respectivement en imaginant des mouvements de la main gauche ou de la main droite qui vont être décodés dans l'activité cérébrale. Donc ça, bien sûr, c'est un exemple de jeu. Mais à l'origine, en fait, cette technologie a principalement été conçue et il y a beaucoup de recherches dans le domaine pour venir en aide à des personnes gravement paralysées. Donc là, l'image que vous voyez à gauche, c'est un des premiers systèmes BCI qui ont été conçus, il y a plus de 20 ans maintenant, et qui permet à quelqu'un de gravement paralysé, l'utilisateur que vous voyez à droite, c'est quelqu'un qui est tétraplégique, et cette personne en fait peut communiquer et épeler des lettres grâce à une BCI. Donc comment ça marche? En fait, cette personne a appris, suite à un entraînement long, à modifier volontairement l'amplitude d'un signal cérébral spécifique. Donc en fait, cette personne a appris à contrôler un signal qu'on appelle le potentiel cortical lent. Donc en fait, avec une BCI, on peut montrer ce potentiel à l'utilisateur et cet utilisateur peut l'augmenter volontairement ou le diminuer volontairement. Et ça lui permet de sélectionner des lettres. Donc comment ça marche? En fait, on prend l'alphabet et on montre à l'utilisateur les deux moitiés de l'alphabet, la première moitié de l'alphabet ou l'autre moitié de l'alphabet. Et en fait, l'utilisateur peut sélectionner soit la première moitié, soit la deuxième moitié en augmentant son signal cérébral ou en le diminuant respectivement. Il sélectionne une moitié, on la reprend, on la redivise en deux. Il peut resélectionner soit l'une moitié, soit l'autre en augmentant ou en diminuant son activité cérébrale, etc., etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que deux lettres. Et donc il va pouvoir sélectionner une lettre, puis etc., faire des phrases, puis des mots, etc. Donc c'est très long, c'est très laborieux, mais ça permet à une personne complètement paralysée de communiquer avec le monde extérieur. Donc ça, c'est les premiers systèmes. Un peu plus tard, il y a eu d'autres applications, toujours pour les personnes en situation de handicap moteur, par exemple pour contrôler des fauteuils roulants. Donc ça, c'est un système qui nous vient de Suisse, où un utilisateur va pouvoir faire avancer un fauteuil roulant, par exemple en imaginant des mouvements des pieds qui vont être reconnus dans l'activité cérébrale. Mais bien sûr, comme je vous ai montré aussi sur la vidéo un petit peu avant, ces systèmes peuvent aussi être utilisés pour du divertissement, pour contrôler des applications de réalité virtuelle, des jeux vidéo. Donc ça, c'est un exemple de système de réalité virtuelle contrôlé par BCI qu'on avait créé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, ou il y a 10 ans en fait, où un utilisateur en fait va pouvoir naviguer dans un environnement virtuel en imaginant des mouvements de la main gauche ou de la main droite pour tourner à gauche ou à droite dans le monde virtuel, ou en imaginant un mouvement des pieds pour avancer tout droit dans l'environnement virtuel. Donc ça, c'est ce que c'est qu'une interface cerveau-ordinateur, une BCI. Donc je vous ai dit ce que c'était, je vous ai dit à quoi ça servait, maintenant je dois vous dire aussi ce que ça n'est pas. Et en particulier, une BCI, ça n'est pas de la science-fiction, ça n'est pas un mythe. Donc ça veut dire que ça existe vraiment. Les vidéos que je vous ai montrées sont des vraies vidéos de vrais systèmes qui existent. Par contre, ça veut aussi dire une autre chose, c'est que ce n'est pas comme dans la science-fiction, et en particulier, une BCI ne peut pas lire dans les pensées. J'insiste là-dessus, on ne lit pas dans les pensées avec ces interfaces cerveau-ordinateur. Donc on peut reconnaître qu'une personne imagine un mouvement de la main gauche ou de la main droite, par exemple, mais on n'est pas capable pour l'instant de dire de quel mouvement il s'agit.
Donc si la personne imagine faire coucou ou imagine faire du piano avec sa main gauche, on ne fera pas la différence. On va juste savoir que c'est un mouvement imaginé de la main gauche parce qu'il va se passer des choses dans le cortex moteur droit, l'hémisphère droit du cerveau contrôlant la main gauche. Donc on peut reconnaître des motifs d'activité cérébrale mais pas des pensées. Et le dernier point qui est aussi lié, c'est que pour l'instant, et on est loin d'être le cas, une BCI n'est pas prête de remplacer votre souris. Ça veut dire que ce système il marche, mais il ne marche pas bien. Par exemple, pour vous donner des chiffres concrets, pour un système qui va reconnaître si un utilisateur imagine un mouvement de la main gauche ou de la main droite, ces systèmes vont se tromper en moyenne une fois sur 4 ou une fois sur 5. Ce qui est beaucoup. Donc si le clic de votre souris se trompait une fois sur 4 ou une fois sur 5, ça fait probablement longtemps que vous vous seriez débarrassé de votre souris. Donc ça pour dire que ça ne va pas la remplacer tout de suite. Donc comment ça marche ces choses-là? Comment ça marche une BCI? L'idée c'est de faire communiquer le cerveau de l'utilisateur avec la machine, avec l'ordinateur. Donc pour ça, tout d'abord, l'utilisateur va devoir produire une signature cérébrale, c'est-à-dire changer son activité cérébrale d'une manière donnée, par exemple en imaginant un mouvement de la main. Ensuite, on va mesurer cette activité cérébrale, par exemple par électroencéphalographie comme je vous ai montré, puis on va traiter et analyser ces signaux qui ont été mesurés par le système de façon à reconnaître quel type de signaux cérébraux, quel type de signaux EEG par exemple, vont correspondre à quel type de signature cérébrale, un mouvement imaginé de la main gauche par exemple. Suite à cette reconnaissance, on va pouvoir décider, par exemple, si on a reconnu un mouvement imagé de la main gauche, on va pouvoir faire tourner le fauteuil roulant vers la gauche. Et enfin, on va pouvoir fermer la boucle et indiquer à l'utilisateur quelle est la commande qui a été reconnue par le système. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, contrôler une interface serveur-ordinateur, c'est comme apprendre à contrôler n'importe quelle autre chose, c'est comme apprendre à faire du vélo, ça demande de la pratique. Donc plus on pratique, meilleur on devient. Donc on a besoin de ce feedback, de cette information pour pouvoir apprendre à mieux contrôler le système. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les différentes étapes de cette boucle pour que vous compreniez comment ça marche. Donc tout d'abord, comment mesurer l'activité cérébrale? Donc je vous ai déjà parlé des méthodes qu'on appelle non invasives, c'est-à-dire qui ont des capteurs qui vont être posés sur la tête ou autour du cuir chevelu, par exemple l'électroencéphalographie. Je ne vais pas y revenir, mais je vais vous parler du coup de l'autre famille de mesures. Par contraste, il y a les méthodes non invasives, donc il y a aussi les méthodes invasives. Là, je vais vous montrer une image qui est un peu dure, donc si vous n'aimez pas, si vous êtes un peu sensible, la regardez pas. C'est une mesure invasive avec des capteurs placés dans la boîte crânienne. Donc ça s'appelle l'électrocorticographie. Ça mesure l'activité sur le cortex, donc sur la couche externe du cerveau. Donc je vous rassure, il y a peu de gens qui ont des capteurs comme ça dans le cerveau. Dans ce cas précis, c'est généralement pour des patients épileptiques qui ont des épilepsies très graves et pour lesquels la seule solution pour faire arrêter les crises d'épilepsie, c'est d'enlever le bout du cerveau qui cause la crise d'épilepsie. Donc il y a des capteurs qui sont utilisés à ce moment-là pour bien localiser l'aire du cerveau spécifique. Donc je vais vous montrer juste un exemple de BCI basé sur ce genre de capteurs, sur des méthodes non invasives. Donc, ce que je vous ai montré avant, c'était l'électrocorticographie, donc c'est la surface du cerveau. Il y a des méthodes encore plus invasives qui sont sous-corticales, donc sous le cortex, qui vont carrément dans le cerveau pour le coup. Donc par exemple, vous avez ces méthodes-là, ces capteurs-là que vous voyez en haut à droite. C'est une grille qui est toute petite, donc ça, le côté, ça fait 2 mm, 2-3 mm, et il y a 64 petites tiges. Chaque tige, c'est une électrode qui va mesurer l'activité d'un ou deux neurones uniquement. Donc ça, il y a très peu d'êtres humains, mais il y en a, chez qui on a implanté ce type de capteur. Donc vous avez ici un exemple, vous avez une patiente qui a 2 grosses prises là, et au bout de cette prise, en fait, c'est ce capteur qu'il y a. Donc on mesure l'activité des neurones de l'aire motrice de cette patiente, c'est-à-dire on essaie de décoder l'activité des neurones responsables pour les mouvements de cette personne. Et donc en fait, cette personne a appris à contrôler un bras robotique grâce à l'activité de ces neurones qui ont été mesurés dans son cortex sensorimoteur. Donc ça a pris des semaines, voire des mois. C'est très long, c'est très laborieux, mais vous voyez que ça lui permet au bout d'un moment, d'amener le chocolat à sa bouche. Donc c'est pas pratique, elle galère un petit peu, mais c'est déjà assez très spectaculaire. Donc ça, c'est pour les méthodes invasives. Moi, je vais vous parler dans la suite uniquement des méthodes non invasives, et en particulier des méthodes basées sur l'électroencéphalographie. C'est mon domaine de recherche. Donc je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on peut décoder dans l'activité EEG, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut en faire. Tout d'abord, les signatures cérébrales, c'est-à-dire quel type de signaux on peut vraiment reconnaître dans l'activité EEG. Donc, je vous ai déjà parlé des signaux qu'on appelle spontanés, par exemple l'imagination de mouvement des mains. L'idée, c'est de demander à l'utilisateur de faire des tâches mentales spécifiques. Par exemple, imaginer un mouvement de la main gauche, de la main droite, des pieds, ou encore de la langue. Mais ça peut être pas forcément un mouvement, ça peut aussi être, par exemple, d'imaginer un calcul mental ou une rotation mentale de figures géométriques. Tout ça, ça va donner lieu à des changements d'activité cérébrale spécifiques dans des aires spécifiques du cerveau.
Là encore, on ne peut pas lire dans les pensées, donc on ne peut pas savoir quel mouvement la personne imagine, on ne peut pas savoir quel calcul mental la personne imagine ou quelle figure géométrique la personne imagine. Mais on sait qu'elle est en train de faire une tâche spécifique parce que ça implique des changements dans une aire du cerveau spécifique. Je ne vais pas vous en parler plus, je vous en ai déjà parlé et donné pas mal d'exemples. Par contre, il y a un autre type de signaux dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, c'est les potentiels évoqués. Ces potentiels évoqués, en fait, c'est des réponses cérébrales à un stimulus qu'a perçu l'utilisateur et sur lequel l'utilisateur a porté son attention. Vous pouvez imaginer qu'il y a plusieurs stimulus à l'écran, par exemple, et quand l'utilisateur porte son attention sur un stimulus ou un autre stimulus, il va y avoir une réponse cérébrale spécifique qu'on va pouvoir reconnaître, et donc du coup, on va pouvoir générer une commande spécifique. Je vous montre un exemple tout de suite. Ça, c'est un exemple de signaux de potentiel évoqués qu'on appelle les potentiels visuels évoqués stationnaires. C'est un gros mot comme ça, mais l'idée, c'est qu'en fait, si l'utilisateur perçoit un stimulus clignotant, donc un bouton qui clignote, et porte son attention sur ce bouton clignotant, dans les aires visuelles du cerveau, qui sont derrière ici, on va avoir des signaux cérébraux qui vont osciller, c'est-à-dire dont l'amplitude va monter et descendre de manière cyclique à la même fréquence que la stimulation, que la fréquence de clignotement. Je vous montre un exemple. Vous voyez ici une personne en fait, qui contrôle un jeu vidéo basé sur ce principe. Vous voyez un vaisseau spatial ici. Et vous voyez que les deux ailes du vaisseau et le canon du vaisseau clignotent et ne clignotent pas à la même vitesse. En fait, l'aile gauche clignote à 10 Hz, donc elle s'allume, elle s'éteint 10 fois par seconde. L'aile droite à 14 Hz, donc 14 fois par seconde, et le canon à 12 Hz. Donc lorsque l'utilisateur regarde par exemple l'aile gauche, il va avoir des signaux cérébraux qui vont osciller et monter et descendre 10 fois par seconde. Si par contre il regarde l'aile droite, ça va être 14 fois par seconde. Donc on peut le décoder, donc on sait que la personne est en train de porter son attention soit sur l'aile gauche, soit sur l'aile droite, et donc faire bouger le vaisseau vers la gauche ou vers la droite. Si par contre il porte son attention sur le canon, ça va faire tirer le vaisseau, comme vous allez voir là tout de suite, je pense. S'il y arrive, je pense qu'il essaie de tirer sur le méchant. Voilà, il y arrive. Et il détruit le méchant. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un exemple des types de signaux qu'on peut vraiment reconnaître dans l'activité EEG. Donc soit des signaux spontanés, la personne imagine une tâche mentale spécifique, soit des réponses cérébrales à des stimulus spécifiques. Donc c'est déjà pas mal intéressant et assez impressionnant ce qu'on peut faire avec ces systèmes. Maintenant je ne sais pas, vous, quelle était l'impression que vous aviez sur ce que pouvait faire cette technologie avant de venir? Peut-être que vous avez l'impression que ça pouvait faire beaucoup plus de choses. Peut-être par exemple que dans les médias vous aviez vu des choses comme ça. Des choses comme « Elle pilote n'importe quel objet connecté par la pensée ». Avec une citation d'ici 15 à 30 ans, nous aurons tous des implants dans la tête. Il sera notamment possible de piloter sa voiture par la pensée, de dicter ses SMS rien qu'en les imaginant. Ça, c'est un article qui date du mois dernier. Ou alors, lire dans vos pensées, ce n'est plus de la science-fiction. C'était en 2012. Déjà, il y a 6 ans, on savait lire dans les pensées. Ou encore, ce système fait entendre tout haut ce que notre cerveau raconte. Et on continue, cerveau, une première expérience de télépathie réussie. Et on finit par le meilleur pour la fin, piratage, décoder les pensées, copier-coller l'esprit et même contrôler la conscience, c'est pour demain. Voilà, donc ça peut faire rire. Moi j'avoue qu'en tant que chercheur du domaine, ça me fait ça. Ça me narre, ça me choque et en fait ça m'énerve même. Ça m'énerve parce qu'en fait rien de tout ça n'est vrai, bien entendu. On ne peut pas lire dans les pensées, on ne peut pas faire de la télépathie avec une BCI, on ne peut pas contrôler le cerveau de quelqu'un avec une BCI. Je vous donne juste un exemple pour en décoder un d'entre eux. Par exemple, cet article-là, donc cerveau, une première expérience de télépathie réussie. Et effectivement, des chercheurs qui ont fait des travaux dans cette direction, mais ce que raconte vraiment l'expérience qui justifie ce titre, c'est en fait un utilisateur qui va utiliser une BCI, qui va décoder un mouvement imaginé de la main gauche ou de la main droite. Le système, en fonction de ce qui reconnaît un mouvement imaginé de la main gauche ou de la main droite, il va envoyer sur Internet 0 ou 1 à un autre PC loin. Et en fonction de si ce PC reçoit 0 ou 1, ça va afficher une image qui clignote vite ou pas vite. Donc l'autre personne elle va la regarder et donc son activité cérébrale va changer en vite ou pas vite. Ça, c'est apparemment de la télépathie. La personne a juste vu une image qui clignote, elle n'a rien compris à ce qui s'est passé, mais c'est apparemment de la télépathie. Donc tout ça pour dire, soyons vigilants. Soyons vigilants. Pour nous, lecteurs, je vous invite à ne pas vous arrêter au titre d'un article et à vraiment regarder ce qui se passe dans l'article, à regarder les chiffres, à regarder les détails de ce que vraiment veut dire l'expérience. Parce que des fois, ce n'est pas aussi beau et aussi racoleur que le titre suggère. Et ensuite, un autre conseil, à la fois pour les médias, mais aussi pour les chercheurs et les services de communication des laboratoires, ne survendons pas la science. Parce que là, je vais vous montrer un florilège on va dire le pire de ce qu'on peut voir dans les médias, mais il y a bien sûr plein de médias qui font ça très bien, et ceux qui ne font pas ça très bien, ce n'est pas forcément de la faute des médias, c'est aussi des fois des chercheurs eux-mêmes qui vont survendre ce qu'ils font. Et ça c'est gênant, je pense qu'on n'a pas besoin de faire ça, la science est déjà assez spectaculaire comme ça, mais en plus ça a des conséquences potentiellement graves.
En particulier, si on survend comme ça ce qui peut se faire, ça peut créer des peurs et des fantasmes non justifiés. Par exemple, si j'étais quelqu'un d'anxieux, qui n'avait pas trop confiance dans le gouvernement, dans nos institutions, quand je vois ça, je peux peut-être avoir très peur que le gouvernement veuille lire dans mes pensées à mon insu, voire de contrôler mon activité cérébrale. Ça peut paraître un peu fou, mais je peux vous assurer que moi, en tant que chercheur, et que pas mal de mes collègues, on a tous reçu des emails ou des coups de téléphone de personnes qui nous appellent pour nous dire « Ah, j'ai été implanté par un capteur dans mon cerveau contre mon insu pour me contrôler, c'est le FBI ou l'armée qui fait ça. » Bien sûr, on ne peut pas faire ça. Pareil pour les fantasmes. Si j'étais quelqu'un qui avait un membre de sa famille qui était gravement paralysé, quand je vois ça, ça peut être un espoir fou que finalement, ce membre de la famille va pouvoir remarcher ou recommuniquer avec le monde extérieur. Malheureusement, ça marche beaucoup moins bien que ça et pour pas mal de gens, il y a d'autres solutions beaucoup plus efficaces, comme par exemple des techniques de suivi du regard, qui vont marcher pour ces personnes. Et donc du coup, ça va faire beaucoup de déçus. Et enfin, quand on voit ça dans la presse, nous, qu'ensuite on va essayer de négocier avec des hommes politiques ou des financeurs pour faire de la vraie recherche et qu'on montre ce qu'on fait vraiment, tout de suite c'est beaucoup moins spectaculaire parce qu'on ne lit pas dans les pensées, on ne contrôle pas des gens à distance et donc potentiellement ça peut paraître moins spectaculaire et on risque d'avoir moins de sous pour faire de la vraie recherche. Donc voilà, j'arrête de râler, mais c'est juste pour dire que les BCI c'est une réalité, mais il y a aussi pas mal de mythes dans les médias, il y a aussi des trucs très bien, mais donc du coup il faut faire le tri. Voilà, donc j'en reviens au BCI et comment ça marche. Donc je vous ai montré comment on pouvait mesurer l'activité cérébrale, je vous ai montré quel type de signaux on pouvait reconnaître. Maintenant je vais vous montrer très vite fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment on analyse les signaux, comment ça marche. Donc l'idée c'est qu'on va avoir nos mesures de signaux cérébraux et on va les traiter, les analyser pour essayer d'en extraire une information utile qui va pouvoir nous dire si une personne est en train par exemple d'imaginer un mouvement de la main gauche ou de la main droite. Donc imaginons qu'on a nos signaux comme ça. Donc ça, c'est des vrais signaux que je vous montre. Une des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un filtrage fréquentiel. C'est-à-dire que nos signaux EEG, en fait, c'est plein d'oscillations, donc c'est plein de variations des signaux EEG, et on va regarder certaines oscillations, mais pas toutes. En fait, il faut savoir qu'un signal, et notamment le signal EEG, ce que vous voyez là, qu'un signal EEG, en fait, c'est la somme, ça, des trois signaux-là qui sont à différentes fréquences. C'est-à-dire que, par exemple, le signal-là, on voit qu'il y a des variations lentes. C'est ce signal qu'on trouve ici, en haut. Mais il y a plein de variations plus petites par-dessus. Ce signal lent, c'est les oscillations qu'on voit en dessous. Donc ça, on appelle ça des basses fréquences, ça, on appelle ça des hautes fréquences. Et en fait, on sait que quand, par exemple, on imagine un mouvement de la main, il va y avoir des changements d'amplitude du signal, mais pas partout, seulement dans certaines fréquences. Donc typiquement, quand on imagine un mouvement de la main, ça change et ça diminue l'amplitude du signal dans les hautes fréquences, par ici, mais pas dans les basses fréquences. Donc on va filtrer le signal pour garder que ces oscillations-là, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ensuite, on va aussi faire un filtrage spatial. C'est-à-dire qu'on a plein de capteurs sur toute la tête. Et il faut savoir en fait que ce qu'on mesure sur tous ces capteurs, en fait, c'est une bouillie de ce qui se passe dans tout le cerveau. Typiquement, si on avait une source, une aire cérébrale qui était active dans le cerveau, quand le signal il va se propager et passer à travers le crâne, à travers la peau, etc., il va se diffuser. Donc le signal important, on va le voir sur plusieurs capteurs. Donc l'idée, c'est de récupérer l'activité sur plein de capteurs pour essayer de reconstruire ce qui se passait dans le cerveau à un endroit donné. Donc ça nous donne un signal spécifique. Ensuite, on va calculer une information intéressante du signal et par exemple la puissance du signal, c'est-à-dire à quel point le signal qui oscille monte haut et descend bas. Et une fois qu'on a ça, on va donner ça à un algorithme qui va nous dire quelle valeur de ces caractéristiques, donc par exemple quelle valeur de la puissance du signal, correspond à un mouvement imaginé de la main gauche ou de la main droite. Donc je vais vous décrire cette dernière étape pour que vous compreniez un petit peu le principe. Donc l'idée en fait, c'est que pour concevoir ces systèmes, on va essayer de calibrer le système à partir d'exemples. C'est-à-dire qu'on va, à chaque fois qu'on a un nouvel utilisateur qui va venir, qui va vouloir utiliser notre système, si c'est par exemple pour contrôler un système, une BCI qui est basée sur des mouvements imaginés de la main gauche ou de la main droite, on va demander à cette personne de faire plusieurs fois des mouvements imaginés de la main gauche ou de la main droite pour qu'on ait des exemples de signaux EEG, pour qu'on voit comment l'activité de cette personne change quand on imagine un mouvement de la main gauche ou de la main droite. Donc par exemple, on va demander à la personne de faire un mouvement imaginé de la main gauche. On va regarder comment les caractéristiques du signal, donc par exemple la puissance du signal dans le cortex moteur gauche ou dans le cortex moteur droit, va être quand il fait un mouvement de la main gauche. Donc on a deux valeurs, ça nous fait par exemple un point. Il y a une grosse activité dans le cortex moteur gauche et une activité plus basse dans le cortex moteur droit, parce qu'on sait qu'en imaginant un mouvement de la main gauche, la puissance du signal diminue à droite. On lui demande de le faire une deuxième fois, une troisième fois, et donc on a plein d'exemples de quelle est la description de ce signal quand il fait des mouvements imaginés. Et on fait la même chose avec des mouvements de la main droite. Donc là, on a deux pâtés de points qui nous disent quelle est la valeur des descripteurs de notre signal quand on imagine un mouvement de la main gauche ou de la main droite.
Et une fois qu'on a ça, en fait, c'est assez facile. On va simplement tracer une droite entre les deux pâtés de points, de façon à séparer au mieux les deux pâtés de points. Et maintenant, on sait que d'un côté de la droite, bah, c'est des mouvements imaginés de la main gauche, et de l'autre côté, c'est des mouvements imaginés de la main droite. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, la personne peut utiliser le système, elle fait les mouvements qu'elle veut, on calcule la puissance du signal, on regarde où tombe le point, il tombe du côté main gauche, c'est donc que la personne a imaginé un mouvement de la main gauche. Donc c'est comme ça qu'on fait pour reconnaître ce que la personne est en train d'effectuer. Donc on ne lit pas dans les pensées, on reconnaît juste des motifs d'activité cérébrale. Je n'embête pas plus avec ça, juste pour donner une idée de comment ça marche. Ensuite, il y a la dernière étape. Dans l'interface cerveau-ordinateur, il y a ordinateur, donc c'est ce que je vous ai montré, comment on analyse le signal, mais il y a aussi cerveau, et en particulier l'humain qui va autour. C'est-à-dire que c'est important de prendre en compte l'humain dans la boucle interaction homme-machine. Donc en particulier, comme je vous disais, contrôler une interface cerveau-ordinateur, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc il faut entraîner l'utilisateur pour faire ça. Donc comment on fait ça? Comment on entraîne nos utilisateurs? En fait, on leur demande de faire des tâches imaginées et on leur donne du feedback en temps réel pour leur expliquer ce qui se passe. Donc par exemple, là c'est un exemple, on demande à la personne, on lui affiche une flèche à gauche ou à la droite pour lui dire maintenant imagine un mouvement de la main gauche ou maintenant imagine un mouvement de la main droite. Et ensuite vous voyez une barre qui va bouger à gauche ou à droite et cette barre va indiquer à l'utilisateur qu'est-ce que le système a reconnu. Si la barre part vers la gauche, c'est que le système a reconnu un mouvement imaginé de la main gauche. Si elle part vers la droite, c'est que le système a reconnu un mouvement imaginé de la main droite. Et plus la barre est grande, plus le système est sûr qu'il a reconnu un mouvement de cette catégorie. Donc là, le but de l'utilisateur, c'est de s'entraîner, d'imaginer des mouvements des mains de façon à ce qu'ils soient bien reconnus par le système et donc que la barre aille du bon côté et soit le plus long possible. Donc ça, c'est la méthode classique qu'on peut utiliser. Nous, on essaie de faire un peu mieux parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était sympa, mais c'était pas forcément très motivant et c'était pas optimal. Donc on essaie d'explorer d'autres façons de mieux entraîner nos utilisateurs. Et par exemple, on essaie de les entraîner à deux, à jouer à un jeu vidéo contrôlé par une BCI. Donc en fait, on a mis en place un jeu où ils vont contrôler une balle. Donc le but, c'est de marquer un but à gauche ou à droite, donc de bouger la balle à gauche ou à droite en imaginant un mouvement de la main gauche ou de la main droite. Sauf que là, vous avez vu, il y a deux utilisateurs, il y a une seule balle. Parce qu'en fait, la balle bouge en fonction de ce qui a été reconnu dans l'activité cérébrale des deux utilisateurs simultanément. Donc si un utilisateur qui imagine un mouvement de la main gauche et l'autre un mouvement de la main droite, ils vont se battre pour emmener la balle d'un côté ou de l'autre. Donc soit on peut les entraîner en mode compétitif, il faut qu'ils se battent l'un contre l'autre pour emmener la balle de leur côté, soit en mode collaboratif, il faut qu'ils collaborent tous les deux pour emmener tous les deux la balle du même côté. Et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a comparé si c'était mieux de les entraîner tout seuls au même jeu ou de les entraîner à deux. Parce qu'en fait, on sait, d'un point de vue psychologie et sciences cognitives, je travaille beaucoup avec des gens de ces domaines-là, que la présence sociale et l'interaction sociale, ça aide à l'apprentissage de nombreuses tâches. Et donc, on a voulu savoir si ça aidait aussi à l'entraînement au BCI. Donc, on a comparé un joueur versus deux joueurs en mode collaboratif. Donc, on a regardé l'expérience utilisateur. Hélène et Stéphanie vous en parlaient tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire comment les gens ont perçu l'expérience. On leur a fait remplir des questionnaires pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et là, on s'est rendu compte que ils trouvaient ça, c'est assez logique, on s'y attendait, mais ils trouvaient ça plus amusant et plus motivant de faire le jeu à deux, les barres grises, que dans le faire tout seul, la barre zébrée. Maintenant, si on regarde leur performance, c'est-à-dire à quel point les commandes qu'ils ont effectuées ont été bien reconnues par le système, là on voit que là aussi, ils ont de meilleures performances quand ils sont à deux que quand ils sont tout seuls. Un petit peu meilleur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde plus spécifiquement ce qui s'est passé. Si on regarde séparément pour chaque paire de joueurs, le meilleur joueur de chaque paire et le moins bon joueur de chaque paire. C'est ce qu'on voit sur ces deux autres graphes. Vous voyez que pour le meilleur joueur de chaque paire, il a de bien meilleures performances, significativement meilleures quand il joue à deux que quand il joue tout seul, alors que pour le moins bon joueur de chaque paire, ça ne change rien. Il a les mêmes performances qu'il joue tout seul ou à deux. Donc ça montre qu'on peut améliorer les performances de la moitié des joueurs. Pas tous, mais bon, c'est déjà pas mal. Toujours pour améliorer l'expérience utilisateur et essayer de les motiver à mieux apprendre, on a aussi conçu un petit robot mignon, un compagnon d'apprentissage qui s'appelle Peanut. Ça veut dire en anglais Personalized Emotional Agent for Neurotechnology User Training. En fait, c'est un petit compagnon qui va regarder les performances de l'utilisateur, comment il arrive à apprendre le système, et en fonction de ce que fait l'utilisateur, va l'encourager et va le guider à mieux apprendre. Donc, par exemple, si la personne y arrive bien, le petit compagnon va lui parler, va le féliciter. Si par contre il n'y arrive pas bien ou qu'il n'apprend pas vite, il va essayer de l'encourager à persévérer ou de lui dire de changer de stratégie pour que ça marche mieux. Donc, voilà. Donc on a testé ça. Pour l'instant, les gens ont effectivement l'impression de mieux apprendre avec ce genre de système. Malheureusement, en vrai, ils n'apprennent pas mieux, mais on est en train de développer ce genre de technologie pour améliorer tout ça. Sinon, une autre question qu'on s'est posée, c'est
qui va être doué à contrôler une BCI? Parce qu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup de variabilité entre utilisateurs. Il y a des gens qui vont être très bons à contrôler une BCI, ils vont être très bons dès le début. Il y en a d'autres qui ne vont pas être bons. Il y en a qui ne vont pas être bons mais qui vont arriver à apprendre. Il y en a d'autres qui ne vont pas y arriver du tout. On estime qu'il y a environ 10 à 30% des gens qui n'arrivent pas du tout à contrôler ce genre de système, en fonction des types de systèmes. Donc toujours avec des gens qui travaillent en psychologie, en sciences cognitives, on a cherché à comprendre qui arrivait bien et qui n'arrivait pas bien. Donc en fait, on a entraîné pas mal d'utilisateurs à contrôler nos systèmes sur plusieurs jours et on leur a fait remplir des questionnaires qui mesurent des aspects de leur personnalité ou de leur capacité cognitive, par exemple. Et on a pu se rendre compte qu'il y avait 3 grandes familles de caractéristiques qui nous permettaient de déterminer qui allait être bon ou pas. Par exemple, les habiletés spatiales, c'est-à-dire la capacité que les gens ont de créer, manipuler et transformer des images mentales. C'est quelque chose qu'on peut mesurer avec ce genre de questionnaire. En fait, on montre une forme 3D à quelqu'un, celle que vous voyez à gauche, et on leur montre 4 autres formes, et on demande à la personne, parmi ces 4 formes, quelles sont les 2 formes qui sont exactement la même que celle-ci, mais qui sont juste tournées. Il y en a 2 qui ne sont pas du tout la même forme, en fait. Vous avez une idée? Quelqu'un peut répondre à la question? Vas-y. La 1 et la 2, bonne réponse, c'est bien. La 1 et la 2 sont les mêmes formes, les 2 autres sont des formes qui ne sont pas la même en fait. Et en fait, les gens qui sont bons à ce test-là, on s'est rendu compte qu'ils étaient meilleurs en BCI en général. En fait, les gens qui sont bons à ce test-là, ils sont généralement aussi meilleurs à l'école par exemple, ou à d'autres tâches. Donc c'est intéressant de voir qu'ils étaient meilleurs aussi en BCI. Pardon? Je pourrais vous le remontrer après, mais c'est bien la 1 et la 2, ouais. Une autre caractéristique importante, c'est l'attention. Les personnes qui vont avoir de meilleures capacités attentionnelles et qui vont être plus attentifs lorsqu'ils utilisent la BCI vont avoir de meilleures performances avec la BCI. Et enfin, l'acceptation de la technologie. Pour les gens qui ne se sentent pas en contrôle avec la technologie ou qui sont anxieux avec la technologie, ceux-ci vont généralement avoir de moins bonnes performances avec une BCI. Donc ça montre qu'il y a bien plusieurs utilisateurs et qu'il faut prendre en compte l'utilisateur quand on conçoit nos systèmes pour qu'ils arrivent mieux à contrôler ces systèmes dans le futur. Donc jusqu'à présent, je vous ai parlé de BCI qu'on appelle actives ou réactives, c'est-à-dire des BCI qui vont être utilisées pour contrôler quelque chose. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un autre type de BCI qu'on appelle les BCI passives, c'est-à-dire des BCI qui ne vont pas être utilisées pour contrôler directement quelque chose, mais qui vont regarder l'état mental de l'utilisateur et adapter l'interaction ou un système en fonction de l'état mental de l'utilisateur. Donc l'idée, la définition, c'est ça, c'est un système qui va pouvoir reconnaître par exemple des états mentaux comme l'attention ou des choses comme ça, sans action volontaire de l'utilisateur, de façon à adapter une interface à machine en fonction. Par exemple, ça peut être des systèmes qui vont essayer d'estimer une mesure du stress dans l'activité cérébrale. C'est par exemple utilisé pour les contrôleurs aériens. Quand vous avez des contrôleurs aériens qui ont trop de tâches à faire, ils vont être trop stressés, c'est important de le savoir pour pas qu'ils fassent de bêtises. Et donc du coup, par exemple, leur dire de se reposer ou leur montrer moins d'informations. Ça peut aussi être utilisé pour mesurer, c'est jamais parfait une fois de plus, mais mesurer des choses comme le niveau d'attention ou le niveau de la fatigue pour les pilotes. Pareil, pour savoir quand ils sont capables de faire la tâche ou quand ils ne sont pas capables de faire la tâche. Et un dernier exemple, ça peut être utilisé pour faire de la détection de freinage d'urgence. Donc l'idée c'est que quand vous faites un mouvement, n'importe lequel, par exemple quand vous bougez votre pied, votre cerveau il est au courant avant, forcément c'est lui qui a envoyé l'ordre au pied de bouger, et donc du coup on peut décoder dans les signaux EEG que la personne va faire un mouvement des pieds. On peut le décoder 500 millisecondes avant, une demi-seconde, donc c'est pas grand chose, mais quand il s'agit de freiner en urgence, gagner 500 millisecondes, ça peut faire gagner quelques mètres, 1 ou 2 généralement, mais ça peut faire la différence. Donc ça c'est un exemple de système qui n'est pas utilisé pour contrôler quelque chose directement, mais qui adapte le système en fonction. Je vais vous montrer d'autres exemples de choses qu'on fait nous à Bordeaux. On utilise ce genre de BCI passive pour évaluer certains aspects des qualités ergonomiques d'interface homme-machine. Par exemple, on regarde un truc qui s'appelle la charge mentale, c'est-à-dire les efforts mentaux qu'une personne va fournir pour contrôler un système. Donc pour vous donner une idée de ce qu'on fait, on a par exemple mis en place une espèce de petit jeu avec différents niveaux de difficulté et on voulait voir si on pouvait décoder dans l'activité cérébrale à quel point la personne est en train de faire beaucoup d'efforts mentaux pour résoudre la tâche. Donc par exemple là, c'était une tâche de labyrinthe, donc la personne devait apprendre à se déplacer dans un labyrinthe, donc elle devait apprendre une suite de symboles et ensuite tourner dans le labyrinthe au bon endroit en fonction des différents symboles. Donc là c'était une tâche facile, il n'y avait que 2 symboles au maximum, il n'y avait que 3 virages à apprendre. Donc ça c'est la tâche facile, après on avait moyen, difficile et ultra difficile. Ça c'est la version ultra difficile. Ça allait beaucoup plus vite, il y avait beaucoup plus de symboles, ça partait dans tous les sens et le labyrinthe était beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Donc normalement pour l'utilisateur c'était beaucoup plus difficile.
Donc on a voulu vérifier ça et on a utilisé un questionnaire classique qui a été proposé par la NASA il y a très longtemps, qui s'appelle le NASA TLX, qui est un questionnaire qui mesure les efforts fournis par l'utilisateur, à la fois les efforts physiques, les efforts psychologiques, les efforts mentaux. Et donc en fait, on a pu voir qu'effectivement, en faisant remplir nos utilisateurs ce questionnaire pour chacune des tâches, on pouvait voir qu'effectivement, ils trouvaient bien les différentes tâches de plus en plus dures. Donc du coup, vu que c'était bien le cas, on a pu voir si ensuite, nous, en utilisant les mêmes types d'algorithmes que je vous ai montré au-dessus, les mêmes types de programmes, on pouvait reconnaître dans l'activité cérébrale une mesure de cette difficulté et de la charge mentale. Donc ça, c'est ce qu'on observe comme mesure de difficulté dans l'activité cérébrale. Donc oui, on a bien vu qu'en moyenne, on pouvait décoder dans l'activité cérébrale, dans l'EEG, une difficulté plus ou moins élevée en fonction de l'exercice. Et ce qui était intéressant, c'est que non seulement on peut le faire en moyen, mais vu qu'on mesure l'activité cérébrale en continu, on peut évaluer cette difficulté de manière continue. Pas chez tout le monde, mais chez certains utilisateurs, chez qui le signal est plus ou moins clair, on peut faire ça. Donc là, par exemple, vous voyez l'évolution de la difficulté estimée dans l'activité cérébrale en fonction de la difficulté réelle de la tâche. Donc les couleurs, c'est la difficulté. Quand c'est clair, bleu, c'est facile. Quand c'est rouge, c'est difficile. Donc vous voyez qu'on voit bien des grosses variations de charge mentale dans l'activité cérébrale en fonction de la difficulté de la tâche. Et donc on peut bien estimer en partie la difficulté dans l'activité cérébrale. Là, je vous montre un autre exemple de BCI passive. C'est un système qui a été proposé par Berlin, qui est assez intéressant et qui propose de faire du contrôle implicite. C'est-à-dire que l'utilisateur va contrôler un curseur sans le savoir. Enfin, sans le faire directement, sans le faire volontairement. L'idée, c'est qu'en fait, ça se base sur un potentiel cérébral qu'on appelle le potentiel d'erreur. L'idée, c'est que quand vous faites une erreur, ou quand vous voyez quelqu'un faire une erreur, ou quand vous voyez une machine faire une erreur, il y a un signal cérébral spécifique qui apparaît, c'est votre cerveau qui détecte qu'il y a une erreur qui s'est produite. Et donc ça, on peut s'en servir pour faire du contrôle implicite. Donc ce qu'ils ont fait à Berlin, c'était assez intéressant. L'idée, c'est de contrôler un curseur de cette façon. Donc un curseur, le point rouge, qui bouge de manière aléatoire. Et l'idée, c'est qu'il faut que l'utilisateur emmène le curseur dans le cercle rouge. Sauf qu'il ne sait pas comment faire. On lui demande, regarde juste où va le curseur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que fait la BCI, c'est qu'elle détecte ses potentiels d'erreur. Donc en gros, si le curseur il va dans la bonne direction, donc s'il va vers le cercle rouge, l'utilisateur va voir que c'est la bonne direction, donc il n'y aura pas d'erreur. Si par contre il va dans la direction opposée, ça va déclencher une erreur. Et donc, le système décode ces erreurs. Donc vous voyez les couleurs que vous voyez à gauche, quand c'est rouge, c'est qu'il y a une erreur, quand c'est vert, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur. Je vous le remets au début. Et en fonction de ça, il va apprendre quelle est la direction de la cible. Donc là, vous voyez, il va loin du cercle rouge, donc c'est une erreur, donc on diminue la probabilité dans cette direction. Là, il va dans la bonne direction, donc on augmente la probabilité dans cette direction. Et du coup, le système apprend quelle va être la bonne direction, et au bout d'un moment, il va tout seul dans la bonne direction. Donc ça permet de contrôler un curseur de manière implicite, juste en regardant le curseur et en regardant s'il va ou pas dans la bonne direction. Et enfin, je vais vous montrer un dernier exemple de BCI passive. Ça, c'est un système qu'on a fait. L'idée, c'est pas de contrôler quelque chose, mais c'est de montrer aux gens leur activité cérébrale et ce qui se passe dans le cerveau grâce à ce genre de technique. Donc, on a mis en place un système qui s'appelle TIGI, qui veut dire Tangible EEG Interface. Donc, désolé, la vidéo est en anglais, mais je peux vous l'expliquer. En gros, c'est un système qui va simplement montrer aux gens leur activité cérébrale de manière plus claire et plus interprétable. Donc typiquement, on a des logiciels compliqués qui montrent ce qui se passe, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Là, l'idée, c'est de montrer aux gens ce qui se passe. Par exemple, ils bougent leurs mains et ils vont voir directement en temps réel sur la marionnette qu'est-ce qui se passe et où il se passe quelque chose dans l'activité cérébrale pour que les gens puissent comprendre comment marche l'activité cérébrale et comment marche une BCI. Donc par exemple, là ici, si la personne ferme les yeux, elle va pouvoir voir une fois qu'elle les a ouverts, qu'il s'est passé quelque chose dans les aires visuelles du cerveau derrière dans le petit bonhomme. Donc ça, c'est un outil qui peut être utilisé par exemple pour faire de la médiation scientifique ou d'éducation pour expliquer aux gens comment marche le cerveau et les BCI. Donc voilà ce qu'on peut faire avec des BCI. Donc j'en arrive à ma conclusion. Donc en gros, en synthèse, les BCI sont des systèmes très prometteurs. Ça peut être utilisé pour des technologies d'assistance, pour contrôler des prothèses, des fauteuils roulants ou des systèmes de communication. Mais ça peut aussi servir pour le grand public, par exemple pour des divertissements, pour des jeux vidéo, pour la réalité virtuelle, ou alors pour des systèmes adaptatifs, comme ceux que je viens de vous montrer un instant. Par contre, ce sont des systèmes qui sont encore peu fiables. Ils se trompent régulièrement de commande. Je vous l'ai dit, ça peut être très facilement une fois sur 4, une fois sur 5. Et on sait que pour l'instant, ça ne marche pas pour 10 à 30% des utilisateurs. Et ce n'est pas le seul problème, leur utilisabilité est pour l'instant limitée. Donc il faut calibrer ce système pour chaque personne. Et donc typiquement, cette calibration, ça prend jusqu'à 20 minutes. Donc là encore, si vous deviez calibrer votre souris pendant 20 minutes à chaque fois que vous l'utilisiez, pas sûr que vous utilisiez une souris.
Il y a aussi un temps d'apprentissage pour l'humain qui est long. Il faut apprendre à contrôler le système. Et enfin, on a besoin d'électrodes spécifiques. Je ne l'ai pas précisé, mais pour l'instant, la plupart des électrodes qu'on utilise, il faut mettre un gel, il faut injecter un gel entre l'électrode et le cuir chevelu pour avoir un bon contact. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fini d'utiliser le système, vous avez du gel plein les cheveux, ce n'est pas forcément pratique. Donc il y a des capteurs un peu plus pratiques qui existent maintenant, mais qui ne sont pas forcément d'aussi bonne qualité. Et enfin, je mets design, parce que vous avez vu, c'est moche. Et ça paraît bizarre comme ça, mais on n'a pas forcément envie de sortir dans la rue avec un truc moche sur la tête, même si on n'a pas de cheveux. Et enfin, pour finir, il y a plein de questions éthiques qu'il faut prendre en compte. Par exemple, la responsabilité. Si vous utilisez une BCI pour contrôler un système et que vous créez un accident avec ce système, qui est responsable? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le créateur de la BCI? Est-ce que c'est le créateur du fauteuil roulant, par exemple? La question est ouverte, mais par exemple, vu qu'on sait que pour l'instant les BCI ne marchent pas, si vous utilisez un BCI pour contrôler votre voiture, ce n'est pas de la faute à la voiture ou au BCI, c'est de votre faute, vous savez que ça ne marchait pas, donc c'est de la négligence, vous n'auriez pas dû utiliser une BCI pour faire ça. Si c'est pour faire des jeux vidéo, pas de souci. Une autre question, c'est confidentialité et sécurité. Donc là encore, on mesure des choses dans l'activité cérébrale. On ne lit pas dans les pensées, mais on mesure quand même des choses. Donc par exemple, si je reviens sur mon exemple des contrôleurs aériens, si on peut voir qu'ils sont trop stressés ou trop surchargés, c'est intéressant, mais il faut qu'on fasse que ça. Parce qu'il ne faut pas, par exemple, que votre patron s'amuse à regarder si vous êtes suffisamment chargé et pas en train de rien faire, par exemple. Donc il faut que les systèmes disent ce qu'ils font et qu'ils fassent que ça. Donc il faut qu'il y ait des règles en place. Et enfin, un troisième point, c'est la gestion de l'espoir suscité. J'en ai déjà pas mal parlé quand je parlais des médias. C'est important de ne pas survendre ce qu'on fait pour que les gens sachent vraiment ce que ça peut faire et qu'il n'y ait pas soit des peurs, soit des fantasmes. Et dernier point, le consentement. Donc on en a parlé un petit peu, Hélène et Stéphanie en ont parlé juste un petit peu avant. Il faut, quand on utilise une BCI, que la personne qui l'utilise soit consentante. Ça paraît simple dit comme ça, mais nous en tant que chercheurs, on a dit « Ah, on a un super système, les gens qui sont paralysés vont forcément vouloir l'utiliser ». Non, pas forcément. Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'avoir un truc moche sur la tête, par exemple. Souvent, c'est le cas. Et si, par exemple, votre utilisateur, c'est quelqu'un qui est gravement paralysé, qui est complètement paralysé, qui a un syndrome d'enfermement, par exemple, il n'est pas capable de communiquer avec le monde extérieur. Donc, comment vous faites pour savoir s'il veut ou pas une interface à ordinateur? Typiquement, il faut voir avec la famille. Mais en tout cas, c'est important d'avoir le consentement. Tout ça pour dire que si on prend bien en compte ces questions éthiques et que si on répond aux questions de recherche que je vous ai montrées juste avant, alors les BCI pourront être vraiment utiles, à la fois pour des personnes gravement paralysées, mais aussi pour le grand public. Et j'espère que ce sera le cas dans le futur. Je vous remercie de votre attention.